la grande transmission. Un quart du patrimoine des foyers français qui va changer de main dans les 10 ou 15, 20 prochaines années, entre 5 000 et 7 000 milliards de valeur patrimoniale. C'est un tabou la mort, c'est un tabou l'argent. Il y a deux tabous qui se combinent, ça fait beaucoup à la fois. Qu'est-ce qui se passerait si je passais sous un bus? J'ai pas envie de savoir, et j'ai pas envie que ça m'arrive. La transmission, la succession, ça se passe de son vivant, il faut agir de son vivant. C'est un peu glaçant, c'est des sujets qui peuvent un peu faire peur, mais il faut y aller. C'est pas parce que tu as fait ton testament que tu vas mourir le lendemain. Ça fait 2 fois 2, 400 000 euros de transfert de richesse sans imposition. S'il nous était arrivé un gros pépin, en fait, ça n'aurait rien réglé du tout. Parce qu'on s'est aperçu qu'en France, on ne préparait rien. 90% des successions se font sans testament. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Patrimoine, le podcast de la gestion de patrimoine accessible à tous. On y reçoit des experts pour avoir les idées claires et on vous donne des clés pour comprendre et agir sur la gestion de votre patrimoine et de vos placements financiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virgile Delporte, CEO et cofondateur de Testamento. Bonjour Virgile. Bonjour Mathieu. Avec toi Virgile, on va parler d'un sujet évidemment patrimonial, on va parler de transmission et on va voir qu'effectivement pour gérer et maîtriser son patrimoine de bout en bout, il faut organiser, anticiper sa transmission pour, in fine, bien sûr, protéger ses proches, c'est ça qui compte. Mon podcast Patrimoine est préparé avec les équipes de TSMF Agence Tout sur mes finances. Je suis Mathieu Berthaud, directeur général de Mon Partenaire Patrimoine. Mon podcast Patrimoine, saison 2, épisode 2, c'est parti. Alors, pour planter le décor, Virgile, on va parler de la grande transmission. C'est un titre qui revient en ce moment dans les journaux, parce qu'en fait, effectivement, avec la disparition de la classe d'âge des baby-boomers, il y a dans certaines études des estimations d'environ un quart du patrimoine des foyers français qui va changer de main dans les 10 ou 15, 20 prochaines années, avec des montants assez ahurissants, entre 5 000 et 7 000 milliards de valeur patrimoniale qui changeraient de main vers des héritiers, les héritiers de ces baby-boomers devenus pépi-boomers. Quelle est ta vision du sujet? Est-ce que c'est déjà une réalité? Et puis comment on peut s'y préparer au mieux? Effectivement, c'est une réalité démographique en premier lieu. Ces papy-boomers qui arrivent sont en fin de vie et ils ont, eux, peut-être le devoir d'organiser les choses, peut-être un peu plus que la génération qui a précédé, parce que comme tu viens de le dire, il y a des enjeux de mobilité de capitaux qui est énorme. Et donc voilà, nous, on intervient un petit peu dans cette facilitation de la préparation et de la transmission. Et pour toi, tu dirais que c'est un enjeu sociétal aujourd'hui, plus même que économique, puisqu'il y a une dimension démographique. Est-ce qu'il est de la responsabilité des pouvoirs publics et je dirais même des citoyens de faire savoir que c'est un enjeu et qu'il ne faut pas juste attendre que ça arrive? Oui, c'est un enjeu sociétal, tout à fait. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Enfin, les enjeux sociétaux, ils se traduisent par pas mal de différents axes, mais la régulation vient un petit peu au service de ça. Oui. On voit l'autorité prudentielle qui a tapé fort sur ces sujets de déshérence. On y viendra, je pense, pendant la conversation. Tout à fait. Il y a des enjeux qui nécessitent qu'on force un petit peu la main des acteurs du secteur pour que les choses arrivent peut-être un peu plus facilement. Oui, et on va y revenir. Tu es un spécialiste du secteur quand tu évoques le sujet de la déshérence. Et notamment quand les pouvoirs publics et les régulateurs ont un peu tapé sur les assureurs pour dire quand quelqu'un disparaît, il faut quand même faire l'effort de chercher les bénéficiaires, les héritiers. Donc effectivement, la pratique, surtout dans des moments qui ne sont pas simples, parce qu'on est sur un sujet qui est à la croisée on parle d'argent et on parle de quelqu'un qui meurt. Donc évidemment, pour animer un déjeuner ou un dîner en famille, c'est pas le truc sur lequel on vient naturellement. Alors, nous, on essaie toujours de donner les aspects un peu concrets, c'est l'idée de ce podcast, et puis c'est la pratique de conseil qu'on trouve la plus adaptée pour rendre ces sujets concrets pour tout le monde. Souvent, en transmission, on parle de boîte à outils. On a une boîte à outils devant nous qu'on va utiliser, pas forcément tous les outils en même temps, mais dans cette boîte à outils pour préparer sa transmission, on va trouver par exemple les dispositions testamentaires, on va trouver l'assurance vie et sa clause bénéficiaire, il y a encore plein d'autres outils. Toi qui es spécialiste des deux premiers sujets qu'on vient d'évoquer, comment tu vois l'utilisation de ces outils? Comment tu vas les promouvoir? C'est quoi ton quotidien par rapport à ça? Oui, merci de mettre en avant ces deux outils. Alors, en fait, à la base, nous, quand on a créé la société, Testamento, c'était sur ces axes-là qu'on voulait absolument travailler, démocratiser, déjà démarrer par
faire comprendre à tout le monde ce que ça veut dire, en fait. Qu'est-ce qu'est un testament? Qu'est-ce qu'une clause bénéficiaire? Donc, la première chose, c'est que c'est des dispositions qu'on peut prendre de son vivant et qui ne sont pas si compliquées que ça à faire. Ouais. Donc, oui, tu viens de le dire tout à l'heure, c'est un tabou. C'est un tabou, la mort, c'est un tabou, l'argent. Il y a 2 tabous qui se combinent, ça fait beaucoup à la fois. Mais d'un autre côté, il faut y aller, il faut comprendre. Et finalement, là, on est là effectivement pour en parler un petit peu, démystifier tous ces sujets. Un testament, c'est prendre des dispositions de son vivant pour organiser la transmission de son patrimoine. Alors, c'est historiquement, bien évidemment, le notaire qui fait ça. Hein. Il est là depuis la nuit des temps pour organiser tout ça. Nous, on a voulu un petit peu fluidifier parce qu'on est parti d'un chiffre qui nous a vraiment marqué. 90% des successions se font sans testament. D'accord. C'est ce chiffre qui a été, on va dire, la genèse de lancer le projet, parce qu'on s'est aperçu qu'en France, on ne préparait rien. Donc en fait, on s'est dit comment on peut simplifier la vie et aider les gens à préparer leur testament. Et moi, je suis allé interroger des notaires. Je leur ai dit, c'est quoi ce sujet? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne viennent pas vous voir pour faire des testaments? Et en fait, ils m'ont répondu, parce que c'est un sujet qui est un peu répétitif. Pour nous, c'est un sujet qui est important, évidemment, on le sait. Quand on fait une vente immobilière, on va parler du testament. Mais quelqu'un qui vient nous voir uniquement pour un testament, c'est très rare. Et puis, concrètement, nous, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent avec cet acte-là, en fait, il est compliqué. Il faut réexpliquer à tout le monde ce que c'est. Et puis, c'est un acte qui va être fait, qui va prendre du temps. Les gens vont avoir posé beaucoup de questions. Et donc, moi, ça a été le point de départ. On s'est dit, OK, s'ils ont du mal à le faire, c'est parce que la base, elle n'est pas là, la pédagogie n'est pas là. Et donc, on a construit effectivement un outil qui permet, avant même de faire un testament, de savoir si on en a besoin. D'accord. Okay. Donc, c'était ça identifier le besoin d'avoir un testament, et si effectivement il y a un besoin, comment le formaliser auprès d'un notaire, parce que c'est vrai qu'on ne va pas naturellement voir un notaire, sauf quand il y a une vente immobilière où on est bien obligé de le faire. Là, comme tu le dis, les notaires sont obligés de faire du patrimonial. Et tous ne sont pas forcément ni très à l'aise, ni forcément les meilleurs. Je ne dis pas que les notaires ne sont pas bons, hein, mais sur le patrimonial, ce n'est pas forcément là où ils sont le meilleurs. De compétences. Et il y a effectivement un enjeu de pédagogie où là, on peut constater quand même qu'assez souvent, les notaires n'aident pas. Même si ça évolue pas, beaucoup. Heureusement, ça, c'est très, très clair. Mais tant mieux. On part de loin. Voilà, on part de loin, et puis il y a encore beaucoup de vocabulaire technique. Donc un sujet, comme tu le disais, qui n'est pas facile. Quand on rentre dans le sujet, qu'on fait l'effort de rentrer dedans, on a du vocabulaire un peu anxiogène. Un notaire qui est pas forcément, qui va pas se mettre dans le quotidien de la personne. Tout est fait pour pas y aller. Exactement. Donc bravo encore une fois pour l'initiative que tu as eue. Merci. Tu vas nous raconter aussi peut-être l'anecdote de départ de la création de Testamento. Mais je trouve que c'est particulièrement parlant. Nous, ce qu'on constate dans notre quotidien, c'est que c'est souvent en parlant d'autres sujets que la transmission, d'un projet de vie, l'arrivée à la retraite, l'arrivée d'un enfant, que là, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passerait si je passais sous un bus? C'est ça. Et au fait, qu'est-ce qui se passerait? J'ai pas envie de savoir, mais... Et j'ai pas envie que ça m'arrive, mais si ça se passe, est-ce que c'est la cata totale, ou est-ce que déjà, il y a des choses que j'ai faites, ou Alors c'est souvent le problème, on se dit non, mais ça ira bien parce que j'ai fait les choses correctement. Oui, mais on peut faire les choses correctement, et finalement, ça se passe pas du tout comme j'aurais aimé que ça se passe, mais le problème, c'est que je suis plus là pour corriger la trajectoire. Donc comme tu dis, la transmission, la succession, ça se passe de son vivant, il faut agir de son vivant, et on peut ouvrir la discussion à des occasions d'étapes de projets de vie, et ça permet de positiver. Moi, c'est un retour d'expérience que je vois, notamment préparation à la retraite. On se dit, OK, comment je vais vivre à la retraite, et comment je vais vivre jusqu'à mon grand âge, et au moment où je disparais, est-ce que ce que j'ai construit jusque-là va pas s'écrouler pour mon partenaire de vie, que ce soit le conjoint ou le partenaire de Pacs. Là aussi, il peut y avoir beaucoup d'incidences. Et évidemment, les enfants, les petits-enfants. Peut-être par rapport à ça, il y a forcément une anecdote, d'ailleurs, que les notaires, ça amuse également les notaires, donc je me permets de le dire, mais on a Les Trois Frères, le film Les Trois Frères, qui a beaucoup, on va dire, cristallisé ce sujet on va dire, pédagogie, qui était probablement absente il y a quelques dizaines d'années, qui s'améliore. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais effectivement, lorsqu'un client arrive dans une étude notariale, ou qu'il arrive effectivement à échanger avec un conseiller en gestion de patrimoine, s'il n'est pas informé en amont,
c'est compliqué. Et on sait que s'informer, c'est un peu la base, et il faut savoir où s'informer, parce qu'on lit de tout et de n'importe quoi. Donc voilà, c'était peut-être un petit point de calage pour dire que la pédagogie, c'est le point de départ. Et cette pédagogie, en fait, elle va être accompagnée. Il faut l'accompagner. Et quand on est avec un conseiller, il y a quelque chose qui est très, très commun, c'est de commencer à dire au client, si vous étiez mort hier, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui ? Donc, projeter le client en lui disant, on joue à un jeu, vous n'êtes plus là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Et c'est là que tu peux tirer la pelote, et c'est là que tu te dis que quelqu'un qui dit, oui, non, c'est bon, en fait, c'est bon, permettez-moi un petit peu de creuser le sujet, je ne suis pas tout à fait certain. Et ça, en fait, voilà, c'est juste avoir des points d'accroche qui permettent de parler de ce sujet. Dans les pays anglo-saxons, c'est la méthode beaucoup plus classique de premier entretien avec un conseiller. Qu'est-ce qui se passe si vous mourrez ? C'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus classique. Nous, probablement pour plein de raisons, c'est beaucoup plus compliqué en France. Donc je pense qu'il faut arriver à déjà se dire, moi je suis prêt à en parler, et peut-être qu'il y a besoin d'un petit coup de coude de mon interlocuteur, où qu'il soit et qui qu'il soit, mais avec un peu d'autorité sur la notion de patrimoine et de préparation pour que ça démarre. Oui, et puis ça permet de sortir le sujet de la sphère familiale ou proche qui peut crisper un peu la discussion. C'est sûr que ce n'est pas la première chose dont on va parler quand on passe des bons moments en famille. Et je te rejoins tout à fait sur le fait de dire, bon, évidemment, ça arrivera le plus tard possible, et d'ici là, vous allez vivre pleinement, en bonne santé, etc. Mais quand ça arrive, il ne faut pas que ça vienne percuter des choses que vous avez construites toute votre vie, et où, au final, c'est dommage, alors, au-delà de la peine de la disparition, de dire pour ceux qui restent, de se dire, mince, si j'avais su. Et c'est ce que dit souvent, c'est ce qu'avait dit Stéphane Absolu, qui était venu sur ce podcast, d'ailleurs avec la même méthode que toi, en disant, si vous étiez mort hier ou il y a un mois, qu'est-ce qui se passerait ? Et il avait aussi cette approche pour venir chercher quelque part l'action, en disant, ok, mais si j'avais su, etc., si on m'en avait parlé avant, parlons-en avant. Parce que quand on constate ça chez le notaire, si on avait su, on aurait anticipé. Oui, donc en fait, c'est notre travail de mettre ce sujet de la façon la plus naturelle possible, le plus tôt possible, sur la table. Je ne sais pas si ça te parle, mais ça me fait penser à une publicité de la prévention routière, donc un spot de sensibilisation, où tu as un chauffeur qui s'avance sur la route et tout s'arrête. Et en fait, il descend de la voiture et il va voir, donc tout s'arrête, il va voir celui qui va le percuter. Il lui dit, je viens de m'apercevoir que j'avais grillé le stop, ou est-ce qu'on ne peut pas arrêter tout de suite et puis revenir en arrière ? Et en fait, c'est exactement ça. C'est un peu glaçant. C'est des sujets qui peuvent un peu faire peur. Mais il faut y aller. Et il faut y aller et se dire, OK, bon, c'est pas très agréable. Ça va peut-être remuer plein de sujets. Parce qu'en fait, effectivement, c'est notre rapport à la vie, notre rapport à la mort, notre peur. Il y a beaucoup de choses. Mais si on arrive à souffler un bon coup et y aller, c'est incroyable la puissance que ça peut avoir, parce que ça peut vraiment ensuite, je pense, c'est le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Rappelle-toi, c'est un truc des guerriers. Mais en fait, quand tu sais que tu meurs, moi, c'est un peu ma philosophie de vie. Quand tu sais que tu es mortel, en fait, profite de la vie. Oui, bien sûr. C'est ce point-là. Et donc, il y a parfois des anecdotes qui disent, en fait, si tu... c'est pas parce que tu as fait ton testament que tu vas mourir le lendemain. Au contraire. Alors après, il y a probablement des statistiques qui seraient complètement farfelues, mais est-ce que tu meurs plus tard quand tu as signé un contrat de prévoyance ou un testament. Et effectivement, ça provoque pas directement. Le coup de foudre, tu es foudroyé sur place. Et comme tu le dis, une fois que tu l'as fait, tu es soulagé, je trouve, d'une certaine façon. En tout cas, tu es satisfait d'avoir pris ton courage à deux mains pour dire, OK, j'ai pas trop envie d'en parler, je sais que c'est nécessaire, donc je vais le faire. Mais en fait, à chaque fois, nous on le voit avec les clients, ils sont satisfaits d'avoir pris le temps, parce qu'il y a aussi cette question-là, c'est des sujets où il faut rentrer dedans, on ne peut pas les faire sur un coin de table, il faut vraiment poser le truc. Dans un bilan patrimonial, tu commences par un audit successoral. Le cas que tu évoques, si monsieur décède en premier, on est galant, on fait toujours décéder monsieur en premier dans nos études, ou si madame décède en premier, s'il y a des équilibres de patrimoine différents, qu'est-ce qui se passe pour les enfants ? Alors très souvent, les clients nous disent, oui, en termes de fiscalité, de droit de succession, ça donne quoi ?
Alors, encore une fois, le volet fiscal, c'est une résultante. Il faut regarder le volet civil et matrimonial. Mais c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans le sujet et qu'au final, quelle que soit l'action qu'on ait choisi de faire, même une petite action, on est satisfait, on voit que les clients sont satisfaits de l'avoir fait. Donc ça fait partie de notre boulot, hein, clairement. Je suis d'accord. Et tu sais, nous, on a construit, quand on a construit le testament en ligne, on va peut-être en donner un peu plus de détails sur comment ça marche vraiment, mais on a aussi eu des questions. Très rapidement, on a été très exposé au lancement de Testamento pour la partie grand public. Beaucoup de télé, beaucoup de radio. On voyait que c'était un sujet sur lequel la société est relativement prête à en parler. En tout cas, ça a fait beaucoup de médias. Et donc, on a eu beaucoup d'utilisateurs. Et ces utilisateurs, on a eu beaucoup d'appels et des gens qui nous disaient « Alors, je voudrais mettre dans mon testament le fait que je veux être inhumé à tel endroit. » Et là, on dit « Ok, il ne faut pas le mettre dans votre testament, monsieur. » Parce qu'en fait... le testament, il va être ouvert un peu trop tard, souvent un peu après. Et ça nous a donné l'idée de construire un outil complémentaire qui s'appelait Mes Volontés, qui s'appelle encore Mes Volontés, et justement qui vient sur les sujets extra-patrimoniaux. D'accord. Et typiquement, qu'est-ce qui doit se passer si t'arrive un truc? Ça peut être très lié maintenant, ces solutions-là sont souvent incluses dans des contrats d'assurance obsèque, bien sûr, tu vois, pour que ce soit complètement associé. Mais donc, en gros, si t'arrive quelque chose, est-ce que tu veux une inhumation, une crémation, ou quoi, comment? Est-ce que tu veux, là, de ton vivant, avoir un achèvement thérapeutique? On a tous été marqués par l'affaire Vincent Lambert, qui a duré beaucoup trop longtemps et qui a déchiré des familles, cette famille en particulier. Finalement, nous, on avait construit un outil en se disant, dans cette boîte à outils, est-ce qu'on n'aurait pas un moyen d'aider les gens à se positionner de leur vivant, une fois pour toutes, là-dessus. Et quand je dis une fois pour toutes, c'est une fois pour toutes maintenant, par écrit, opposable juridiquement, mais sur lequel on peut revenir. Tout à fait. Parce que toutes les dispositions dont on parle, en fait, on peut y revenir et elles doivent évoluer en cours de vie. En fait. Ça fait d'ailleurs partie du suivi au fil du temps, en fonction de l'évolution de la situation des personnes, des familles. Est-ce que le testament, la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, les dispositions que j'ai prises sont encore valables, peuvent être améliorées, doivent même être complètement revues et corrigées, parce que t'es salarié, tu deviens entrepreneur et il se passe d'autres choses, tu as d'autres enjeux de protection, d'autres enjeux de transmission patrimoniale. Et évidemment, ton testament du début, si tu en as fait un, il est peut-être plus du tout valable, ou il va aller sur un objet, une assiette où il n'y a plus rien à traiter. Et par contre, tu passes à côté du gros sujet parce que finalement, tu n'as pas quelqu'un qui dit « mais au fait, on a bien revu cette disposition-là ». Alors, ça me fait penser à la clause bénéficiaire qui, pour nous, est un élément qui doit être revu une fois par an. Ça peut être un check rapide de 5 minutes, mais systématiquement, la clause bénéficiaire est un superbe outil à l'intérieur d'une superbe enveloppe qui est l'assurance vie. Toi, t'es beaucoup intervenu, tu as beaucoup écrit pour dire, pas qu'au marché, pour que Testamento se développe, mais aussi aux différents acteurs et aux clients. Il y a un sujet sur la clause bénéficiaire, on n'en parle pas assez. N'attendons pas que le régulateur systématiquement arrive avec des mesures coercitives pour dire là les assureurs ceci ou là il va falloir faire quelque chose. C'est d'ailleurs toujours comme ça. Si on ne s'auto-régule pas, le régulateur arrive à la fin et souvent on se plaint en disant ah oui mais là ils sont sévères ou c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Ah oui, mais comme il n'y avait pas de prise de conscience... Exactement, il fallait s'autosaisir du sujet. La clause bénéficiaire, qu'est-ce qui fait pour toi qu'on n'en parle pas assez, alors qu'en fait, elle concerne déjà tous les titulaires d'un contrat d'assurance vie? Quelle est la puissance, le levier de la clause bénéficiaire pour toi? Et comment on peut encore mieux en parler? Ok, c'est effectivement un sujet qui me parle beaucoup, qui est important pour moi. En fait, quand on a construit Testamento, on était 3 pour créer la société, dont un notaire. Et moi, je lui ai dit, le testament, c'est vraiment mon sujet principal. Je veux démarrer par ça parce que c'est le sujet qui va probablement faire le plus parler. Et qui... les pacsés qui ne sont pas héritiers l'un de l'autre, il y a vraiment beaucoup de matière. Mais effectivement, lui m'a dit tout de suite, il faudra absolument qu'on traite la clause bénéficiaire parce que moi, en tant que notaire, je vois les problèmes qui résultent de clauses bénéficiaires qui ne sont pas à jour ou pas rédigées convenablement, qui ne répondent pas aux besoins des clients. Donc, la base, c'est de... Moi, je ne viens pas du secteur, hein, donc j'arrive plutôt avec une vision de client. Moi, je suis client d'assurance vie. Et je me suis souvenu, quand j'ai commencé à envisager Testamento, que quelques années plus tôt, un conseiller m'avait vendu une assurance vie avec une enveloppe qui était plutôt bien structurée, etc. Et je me rappelle très bien du moment
où il m'a emmené dans la souscription, on était papier à l'époque, et la clause bénéficiaire, il m'avait dit « oui, ça on verra plus tard ». Et donc le « on verra plus tard », en fait, je me suis aperçu que c'était une pratique de marché. Tout à fait. Donc c'est la clause standard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément, je peux le redire. Bien sûr. Donc quand on a un contrat, notamment d'assurance vie, qui se dénoue, c'est mon conjoint, à défaut mes enfants, à défaut mes héritiers légaux. Donc, mon conjoint, la définition du conjoint, déjà, sur un plan purement légal, un conjoint, c'est un conjoint marié. On dit parfois mon conjoint quand on est pacsé, mais ce n'est pas un conjoint au sens légal. Donc déjà, est-ce que ce contrat, est-ce que la clause bénéficiaire standard inclut le PACS, le partenaire de PACS? Aujourd'hui, plutôt oui. Oui, bien sûr. Oui. Mais effectivement, à l'époque, non. Déjà, il y a 20 ans, il n'y a pas de PACS. C'est encore assez récent dans notre histoire. Donc, mon conjoint, pareil, il y a des gens qui pensent que leur partenaire de vie, qui est on vit en concubinage, là, il n'existe même pas, en fait, dans le patrimoine. Donc, cette clause bénéficiaire standard, moi, elle m'a hérissé le poil, en fait. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on est à ce point, encore en 2020, 25 maintenant, une clause standard qui soit fourre-tout, d'ailleurs tous les assureurs continuent de nous dire nous on a 95% de clause standard parce que ça convient. Non, je le dis dans l'autre sens. Vous avez 95% de clause standard parce que vos conseillers ne parlent que de la clause standard et parce qu'ils doivent terminer leur souscription qui est complexe. Bien sûr. Par la clause, et finalement, le temps presse. Il faut aller vite et on va essayer de ne pas perdre le client. On n'est pas forcément formé quand on est dans l'assurance là-dessus. Bien sûr. Donc les CGP le sont probablement mieux, mais dans les réseaux de distribution plus classiques, c'est quand même pas le sujet sur lequel ils sont les plus à l'aise. Et donc, clause standard, ça ira bien. Comme tu dis, ça arrive en plus à la fin de l'opération de conseil et de vente. Et on se dit, est-ce que je vais ouvrir ce sujet-là? Je vais peut-être découvrir un truc qui va me casser tout mon process de conseil et de vente. Donc, effectivement, humainement, ça se comprend. Ça se comprend complètement. Mais vu du client, dans l'intérêt du client, on devrait presque commencer par ça. Alors évidemment, dans une opération d'épargne, parce que l'assurance vie est aussi un très bel outil d'épargne, c'est pas comme ça que ça se pratique. Mais tu as tout à fait raison, c'est quelque chose qui est totalement contre-intuitif aujourd'hui. Et donc cette clause standard, en fait, donc nous on effectivement prend la parole dans des tribunes libres pour dire qu'elle est désuète. Et en fait, dans les faits, donc nous on déploie des solutions technologiques dans des parcours de souscription et après souscription pour modifier les clauses bénéficiaires de contrat. Et dans les faits, 40 à 60% des clauses qui sont faites avec nos outils sont des clauses libres. D'accord. Donc la clause libre, pour ceux qui, pareil, ne connaissent pas forcément très bien, c'est celle qu'on écrit un peu à la mano, comme ça, dans une case, et puis qui va être relue par l'assureur et qui va dire « mais non, mais ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire, il faudrait la refaire ». Donc c'est pour ça aussi que la clause libre, elle n'était pas très facile à opérer pour un conseiller, parce que je disais « ouh là là, je rentre dans une zone où j'ai éventuellement un clausier ». Donc un clausier, c'est un annuaire des clauses. Je me balade dans page 7 et je me dis que peut-être que je peux combiner la clause A5 avec le B3. Et finalement, quand j'aide le client à la rédiger, finalement, je me plante, ça ne marche pas. Et l'assureur, forcément, en conformité, dit « mais votre clause, elle n'est pas OK ». Et donc, le conseiller a son contrat qui est en arrêt, qui est en instance, comme on dit. Et puis le client, il a quelque chose qui n'est pas exprimé complètement. Il faut revenir dessus. C'est jamais simple. Du temps. Exactement. C'est un papier éventuellement, parce qu'il y a encore beaucoup de ces process qui sont papier. Nous, on les digitalise depuis quelques années, depuis 5 ans, mais il y a encore beaucoup de compagnies d'assurance dans lesquelles ce process est encore papier. Donc oui, il y a beaucoup de travail autour de cette clause. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est de fait, quand on facilite l'entrée dans le sujet de la clause bénéficiaire, on n'est plus dans le 90% de clauses standard, on est plutôt dans un équilibre, on va dire, où il y a aussi de la clause libre ou de la clause sur mesure, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un sujet à traiter, une spécificité, et qu'il faut rentrer dedans. Mais si on rentre dedans, il y a de quoi avoir de la matière, et au final, le client se dit « je suis bien couvert, c'est bien qu'on ait traité le sujet ». Et il ne le sait pas forcément au début de l'entretien. C'est pas lui qui va le demander en général. C'est ça. C'est rare qu'on dise sur un contrat, on ne va pas dire au niveau de la clause bénéficiaire, c'est quoi? On va dire on regarde les frais, on regarde l'univers d'investissement, des choses plutôt dans une approche d'épargne, parce que c'est encore une fois un très bel outil d'épargne, mais c'est aussi un superbe outil de protection de ses proches, traité à côté de la succession ouverte par le notaire, c'est avec des dispositions civiles et fiscales qui permettent de traiter l'assurance vie à côté, ce qui lui donne un avantage aussi. Mais évidemment, il faut bien traiter la clause bénéficiaire, parce que c'est une souplesse
qu'il est dommage de ne pas utiliser. Et typiquement, tu prends un exemple tu as un neveu auquel tu veux transmettre 10 000 euros à ton décès. En fait, si tu as mis ça dans ton testament, ça va être 10 000 euros moins les droits de succession, à peu près 60%, avec après le petit abattement. Et puis, par contre, en assurance vie, ça va être 10 000 euros. Donc, si tu as quelqu'un qui te l'explique, tu vas tout de suite te dire que la clause, elle est adaptée à ça et qu'elle devient un outil de transmission, justement, un petit peu en dehors du cadre direct de tes enfants, en fait. Et tu as tout à fait raison, ce schéma oncle, tante, neveu, nièce, d'un point de vue civil, dans la succession, il est, entre guillemets, maltraité, en un seul mot, fiscalement. Effectivement, les droits sont prohibitifs, alors que la situation où quelqu'un n'a pas d'enfant, mais il a des frères et sœurs, et donc des neveux et nièces qu'il veut protéger, accompagner, aider financièrement, avec l'assurance vie, c'est tellement facile et efficace fiscalement que c'est dommage de ne pas en parler plus souvent. Alors c'est très bien, tu en as parlé spontanément. Nous, c'est un élément qu'on met en avant pour dire application pratique de la clause bénéficiaire sur mesure, et pas mon conjoint, à défaut mes enfants, et à défaut mes héritiers. C'est intéressant effectivement de l'ancrer dans quelque chose de plus pragmatique que technique, parce qu'effectivement on est dans des métiers où il y a de la technicité, mais dès lors qu'on regarde en fait le bénéfice client d'utiliser cette technique-là, c'est comme toute technique, on se dit ok, ça permet de faire ça. La stratégie appliquée, c'est ça. Ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Ça me coûte moins cher, notamment en termes de fiscalité. En fait, il faut aborder le sujet sous cet angle-là, mais c'est pas évident. Et alors, toi, tu as mis en place en plus un outil, et des outils, puisqu'il y a plusieurs outils dans la proposition de Testamento, qui vient en plus améliorer l'expérience, la façon de le faire, parce que effectivement, il y a encore récemment, il y a beaucoup de choses papier, donc de l'ancien monde. Alors c'est toujours un peu difficile quand tu as une partie de parcours client hyper numérisée, et que par contre, pour la clause bénéficiaire, là tu reviens dans l'ancien monde où il va falloir sortir un truc papier, etc. Tu dis, il y a un truc qui ne va pas. Alors maintenant, les notaires, c'est signature électronique de partout. Je trouve que les assureurs ont bien évolué là-dessus sur le parcours client numérique. Mais de la même façon, le fait d'apporter des outils, tu as peut-être un ou deux exemples dans ce que vous proposez, qui rend facile et sans couture le parcours client. Ça aussi, ça permet d'entrer plus facilement dans le sujet pour le conseiller et pour le client. Oui, donc concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un parcours client, justement, très simple, basé sur des utilisateurs réels, avec évidemment aussi, on a voulu tester ces parcours ensuite avec des conseillers pour voir comment ils étaient à l'aise avec ça, mais en fait, on est parti d'abord du client. Donc le client, c'est finalement, si toi, tu étais tout seul devant ta machine et non expert, comment tu voudrais faire un parcours de désignation de bénéficiaire en sachant tout ce qu'on vient de dire, de complexité. Donc, ce qu'on a construit, c'est un parcours où d'abord on te demande qui es-tu ? Est-ce que tu as des enfants d'unions différentes ? Donc, ça te donne un petit peu déjà de contexte. On ne va pas te parler de ton conjoint si tu n'es pas marié, par exemple. Donc, déjà, une première étape de compréhension de qui tu es. Évidemment, toute cette donnée, si tu es dans un parcours de souscription qui est branché à Testamento, qu'on appelle Beneficiary, ces données vont passer vers chez nous et donc il n'y aura pas besoin de reposer les questions. Parce que c'est pareil, quand tu es conseiller, tu n'as pas envie de faire un truc, comme tu disais, complètement à part. Donc tu passes des données de contexte, et ensuite tu vas être capable de dire, ok, finalement, si je suis tout seul devant ma feuille blanche, qui est-ce que je souhaite protéger ? Donc tu peux déjà, tu as un module qu'on appelle Smart Beneficiary, qui permet justement d'aiguiller un petit peu. Je veux protéger mes enfants, une association, mon conjoint, plusieurs type de personne, une autre personne. Donc tu coches des cases et déjà, tac, 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 ça te remonte les types de clauses qui pourraient convenir. Ça construit ta clause. Le principe. Et ensuite, tu vas rentrer dans un parcours où finalement, soit tu es dans une clause qu'on appelle type. Donc il y a des clauses qui sont très utilisées pour information, à la fois en prévoyance collective, individuelle et en assurance vie. C'est mon conjoint et mes enfants à parts égales. Ça, nous, on le constate. Il y a beaucoup de choix de ce type qui est fait. Ensuite, si tu es dans une clause libre, en fait, elle va être encadrée par un parcours, par de la technologie. Et donc, tu vas répondre à des questions et ça va te générer finalement une clause qui est libre, mais encadrée. Et ce qui fait que sur un plan juridique, à la fois le conseiller et l'assureur derrière n'aura rien à redire parce qu'on aura construit l'outil avec les clauses
de la compagnie déjà validé. Tout à fait. Et puis non interprétable, parce Exactement. que le cas de mon épouse avec un prénom, et puis finalement, X années plus tard, quand le contrat se dénoue, c'est plus cette épouse-là. C'est ça. Alors du coup, si dans la clause, tu as mis la qualité d'épouse et une dénomination de quelqu'un et que ça ne matche plus, la compagnie, elle dit, bah alors, c'est qui? C'est votre épouse de maintenant ou la personne que vous avez nommée qui est votre ex-épouse? Oui. On est sur des choses très concrètes, et même quand on le présente dans des cas pratiques, ça fait sourire. On dit, ah oui, c'est vrai que ça... Bah oui, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe, bien ou moins bien. Et effectivement, le fait d'avoir des outils qui permettent de construire sa clause de manière simple et efficace, formellement bien encadrée, c'est un vrai avantage dans la relation client pour simplifier ce passage-là. Et je sais que tu le sais, mais je ne suis pas sûr que ceux qui nous regardent le sachent. Quand tu as mis mon épouse Gertrude, et que c'est plus Gertrude au moment où tu décèdes, Gertrude a le droit à recevoir le capital. Ah bah oui, effectivement. Tu l'as vraiment déterminé de manière individuelle, donc c'est assez logique que Exactement. ce soit... Mais la Cour de cassation l'a confirmé. En plus. Donc en gros, maintenant, c'est une jurisprudence. Ouais. C'est-à-dire que pour tous les assureurs, et là, ça je parle aux assureurs qui nous regardent, si vous avez ce cas et vos équipes juridiques le savent, il y a un énorme risque. Ouais, parce qu'en fait, il y en a une qui va avoir légitimement le droit de les récupérer, et l'autre qui légitimement aussi pourrait dire, mais attendez, c'est moi l'épouse, je suis qualifié ici. Et donc, risque de doublement de versement des capitaux, il y a des enjeux. Oui, il y a des enjeux qui sont forts. Et c'est très simple, entre guillemets, à éviter. Mais si on ne le fait pas en amont, si on n'est pas sensibilisé en amont, on va pas le réflexe de dire « Ah oui, non là, attention ». Moi, j'ai eu le cas récemment d'une ancienne clause qu'on a reprise, d'une personne qui a 4 enfants, mais dans sa clause initiale, elle avait nommé ses 2 filles qui étaient nées à l'époque. Oui. Et donc, on n'est pas dans les enfants par parts égales entre eux. Oui. On est dans... les enfants, exactement. On est dans les 2 premières et les 2 suivantes, elles ne sont pas dans la clause. Alors, évidemment, on peut imaginer que si on revient sur le sujet, l'esprit de la chose, c'est que tous les enfants sauf que c'est pas écrit comme ça. Mais sauf que c'est pas écrit. Et pareil que le cas de Gertrude, là, les 2 enfants aînés, si tout le monde s'entend bien, il peut y avoir, tu peux rattraper un peu la chose par derrière, mais si c'est pas le cas, alors là, ça va pas aider à résoudre le conflit. Donc c'est vraiment un très bel outil, mais qui peut aussi avoir un double tranchant. D'où l'importance de mettre à jour. Mais tu sais, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a constaté que le marché, il bougeait assez lentement là-dessus. Et ça nous agace un peu. Ouais. Et donc, nous, on a construit une nouvelle techno qu'on a annoncée il y a quelques semaines, qui s'appelle Deep Vision. Et en fait, là, c'était quoi l'idée? C'était de se dire, les compagnies d'assurance, probablement ne savent pas à quel point le sujet fait mal. Donc, quel est l'état de mon stock de clauses bénéficiaires? J'en ai 100 000, j'en ai 200 000, j'en ai 1 million, j'en ai 3 millions. J'ai des clauses bénéficiaires. Nous, on estime qu'il y en a 90 millions en France, des clauses bénéficiaires. Quand c'est beaucoup, parce qu'il y a des contrats d'assurance. Il y a plusieurs contrats pour une même personne, par exemple. Oui, tout à fait. C'est ça. Et donc, on s'est dit, OK, il faut qu'on construise la machine à IRM, quoi. Le scanner IRM, faut qu'on le construise pour qu'on aide les assureurs et les indépendants également. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt à destination des assureurs. Parce qu'il y a un effet de masse. Effet de masse, ils ont des gros volumes. Mais à savoir quel est l'état des lieux de leurs clauses. Et finalement, il y a un enjeu de conformité. Parce qu'effectivement, s'ils identifient que... parce que nous, en gros, on peut scanner à grande échelle avec un peu d'IA et de l'algorithmie. On peut scanner ces clauses et te donner un score de conformité de ton stock et un plan de remédiation. Donc en gros, si tu as 100 000 clauses bénéficiaires et qu'il y en a 50 000 qu'il faut revoir, il faudra bien s'en occuper. C'est clair. Et il y a du travail, il faut organiser. Et donc là, pareil, on a annoncé un partenariat avec Deloitte parce qu'il y a vraiment un enjeu de structuration du sujet. Et voilà, il a fallu inventer cette machine parce qu'elle n'existait pas pour aider aussi on va dire, la dynamique autour de cette clause qui est complètement centrale dans le conseil et qui est, avec l'introduction que tu as faite, c'est une bombe à retardement. Absolument. Parce que dans les 20 prochaines années, ces contrats qui sont en vie aujourd'hui, ils vont se dénouer. Ouais, tout à fait. Il faut absolument prendre conscience de ça. Et tu as raison, c'est à la fois une bombe à retardement pour les professionnels du métier, de l'industrie, et aussi potentiellement pour des familles qui vont découvrir au moment du dénouement. Donc en plus, c'est pas le moment où on est plus... difficile, quoi. Voilà, ça ajoute à la difficulté. Quand c'est comme ça, là, on se dit qu'on a loupé quelque chose.
Ça peut arriver, hein, évidemment, mais là, l'initiative que vous avez prise chez Testamento, effectivement, elle permet d'améliorer le fait de mesurer l'ampleur non pas du problème, mais en tout cas de l'enjeu qu'il y a à traiter pour les assureurs. Effectivement, comme l'assurance vie est très répandue, ça peut avoir un effet de masse qui est énorme. Alors, je suis content parce qu'on a bien parlé de la clause bénéficiaire. On n'en parle jamais trop, mais je sais que tu es à la fois expert et assez fan du sujet. Il y a un autre sujet qu'on aime bien dans la partie transmission, pour éviter de dire transmission égale que succession. Et tu le disais, il faut préparer de son vivant. Un outil dans la boîte à outils qui est super utile, qui existe avec plein de déclinaisons différentes, c'est la donation. Qu'on donne une somme d'argent, un actif immobilier, un actif professionnel. Il y a énormément de façons de transmettre de son vivant, avec en plus des spécificités. Alors, le fait que tu rappelles le film Les Trois Frères, ça me rappelle l'épisode du jus de fruits, le fameux jus de fruits, et non pas l'usufruit dans le démembrement de propriété avec l'usufruit et la nue propriété. Faire une donation où on se réserve l'usage d'un bien immobilier, on va se réserver donc l'usufruit d'un bien, en donnant la nue propriété à ses enfants. En fait, quand on parle comme ça à un client ou même à quelqu'un dans la rue, il va tout à fait comprendre. Si on arrive devant chez le notaire qui nous parle d'usufruit, on peut peut-être entendre c'est quoi cette histoire de jus de fruits. Donc, encore une fois, en réancrant vraiment dans des choses très concrètes, c'est en tout cas une des façons les plus évidentes pour rentrer dans le sujet. Alors, donc la donation, est-ce que toi, tu as au-delà des dispositions testamentaires, de la clause bénéficiaire, est-ce que tu te dis que ça participe de la pédagogie ? Est-ce que potentiellement vous avez des idées d'outils ou d'évolution de la manière dont présenter ça aux clients ? Quelle est ta vision sur ce sujet-là qui nous anime quotidiennement ? Ouais, donc merci de poser la question. Donc déjà, je vais te répondre par une question provocante. Tu me parles de donation ou donation entre époux ? C'est quoi la différence en fait ? Tu as raison, parce que souvent, on va se dire, je donne à mon enfant une somme d'argent, et donation entre époux, ça veut dire que je donne aussi une somme d'argent à mon époux. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc c'est effectivement, déjà le vocabulaire est compliqué. Ouais, donc ça, moi ça me parle, parce que forcément, venant d'un univers différent et essayant de garder pour Testamento un peu la voix du client final, ça me parle. Donc la donation entre époux, c'est une disposition à cause de mort, comme on dit. Oui, comme on dit. C'est très 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 beau d'ailleurs. Oui, on a un super vocabulaire qui n'est pas du tout anxiogène pour les gens. Quand tu commences par ça, c'est clair que c'est sympathique, tu vois. Les gens repartent. À cause de mort. Oui, ok, je m'en vais. J'ai un rendez-vous. Non, donc la donation entre époux et la donation de son vivant, pour le coup, pour des proches et notamment des enfants, c'est un outil totalement sous-exploité. Évidemment, il faut reprendre les bases. Il faut avoir un petit peu de patrimoine pour pouvoir s'intéresser à ça. Oui. Si on n'a pas de patrimoine, malheureusement, on pourra faire toujours des cadeaux à Noël, etc., mais on va dire que ça n'a pas le même impact. Donc effectivement, moi j'aime beaucoup ça. Nous, chez Testamento, on ne s'en occupe pas directement encore. Mais on va dire que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que, comme tu le disais, quand tu as du patrimoine immobilier et que tu l'as pris, tu as investi de ton vivant pour ta retraite, en fait, ce qui va t'intéresser, c'est les revenus de ces biens. Tout à fait. Et donc, garder l'usufruit, c'est-à-dire les revenus qui sont associés, et te défaire du bien immobilier dans sa structure, c'est-à-dire la nue propriété, c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand tu décéderas, tes enfants, ils récupéreront l'intégralité. C'est ça, la pleine propriété du bien. Tout à fait. Donc oui, c'est des outils extrêmement puissants. Et puis, je pense que ceux qui nous regardent peut-être ne le savent pas, mais tu as des périodes donc ont un peu évolué dans le temps, qui vont peut-être d'ailleurs évoluer encore. On revient souvent sur ces sujets de droit de succession. Donc là, c'est des périodes. Donc tu as 15 ans. Ouais, c'est ça. Donc si tu fais une donation à 40 ans, parce que tu as un peu de moyens, tu as réussi t'es cadre et tu as eu des bons revenus et tu as pu faire des bons placements, tu pourras dès 55 ans renouveler l'opération. Avec un abattement, des abattements significatif, renouvelable dans le temps, et faire démarrer le compteur le plus tôt possible. Alors évidemment, comme tu le dis, il faut avoir un minimum de patrimoine, mais assez souvent, comme tu dis, à la quarantaine, on peut déjà faire une première étape en disant, est-ce que je peux pas déjà démarrer le compteur des donations ? Je vais peut-être pas utiliser tout l'abattement, qui est quand même, on le rappelle, de 100 000 € par enfant par parent, c'est-à-dire pour un couple classique, 2 parents, 2 enfants, ça fait 2 fois 2, 400 000 € de transfert de richesse sans imposition. Et donc évidemment, si, comme tu le dis, on démarre à 40, on peut refaire ça
à 55, puis 15 ans plus tard à 70 ans, on a déjà fait tourner 2 fois les abattements. C'est quand même déjà colossal. un transfert de richesse intrafamiliale on parle d'argent quand même. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'en parle pas encore assez. Nous, on en parle beaucoup parce que ça permet de dire tout de suite, tu peux agir, tu peux te poser la question. Et j'aime bien le parallèle que tu as fait avec les présents d'usage, donc donner une somme d'argent à Noël. C'est un peu technique ton présent d'usage. Oui, pardon, c'est les cadeaux, mais c'est ça, le présent d'usage, ça n'est pas une donation, donc il n'y a pas besoin de le déclarer, il faut que ça reste un montant raisonnable. Ça peut aussi, par exemple, aider à faire de l'épargne régulière pour les enfants ou les petits-enfants à partir du cadeau qui a été fait par les parents ou les grands-parents. Tout ça, tous ces outils qui viennent se conjuguer dans la fameuse boîte à outils dont je parlais au début, je pense que c'est un moyen de rentrer concrètement dans les sujets. Encore une fois, je trouve que toutes les initiatives de pédagogie, quand tu prends un peu la parole, et même parfois avec une petite provocation, mais qui reste quand même super bienveillante, je trouve que c'est bien de fonctionner comme ça. C'est pas encore assez le cas, et tu as raison, il va certainement y avoir des évolutions probablement d'ordre fiscal sur le traitement des droits de succession, sur le traitement des droits de donation. Un exemple, on ne sait pas aujourd'hui qu'il est possible d'aider ses enfants, en tout cas on ne sait pas, depuis juin 2025, on peut, en tant que parent ou grand-parent, donner à un enfant pour qu'il achète ou rénove, fasse des travaux dans sa résidence principale, qui vient s'ajouter à toutes les autres donations. Jusqu'à 300 000 € par enfant. Si les parents, les grands-parents donnent, ils peuvent donner. Alors, le dispositif est temporaire, ce sera jusqu'au 31 décembre 2026, mais quand même, quand on veut aider ses enfants, souvent c'est pour acquérir sa résidence principale. Sûr. On peut utiliser la donation classique, la donation de somme d'argent, et là il y a un dispositif en plus dont, pardon, mais je pense personne n'a connaissance. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Mais en fait, moi je l'ignorais, tu vois, celui-ci. Je sais qu'il en existait un il y a quelques années, au moment du Covid, je pense. Oui, tout à fait. Ça a été temporaire aussi, c'était 100 000, c'était l'équivalent d'une donation. Et direct, beaucoup, tous ceux qui étaient informés ont pu en profiter, en tout cas ceux qui, encore une fois, avec les moyens, ont pu en profiter. Mais c'est pas du tout anodin, c'est des points qui permettent de propulser un enfant dans la vie active, et c'est énorme. Et en fait, la boîte à outils, elle s'enrichit en permanence. Alors, en bon français, on râle toujours. Quand on n'a pas le choix, on râle. Quand on a trop de choix, on râle. Donc, le meilleur moyen, c'est de se dire, finalement, est-ce que j'ai l'embarras du choix et plutôt l'embarras, ou est-ce que quelqu'un peut m'aider à utiliser les bons outils ? Et dans les outils qui sont utilisés, je pense aussi il y a la manière d'amener l'utilisation, l'usage de cet outil. Et je peux parler en connaissance de cause avec Testamento. C'est vrai que vous avez réussi à rendre les choses simples, faciles, où tu es accompagné pas à pas avec un outil, ce qui n'empêche pas d'être accompagné par un humain qui va utiliser l'outil. C'est la bonne démarche. D'ailleurs, l'outil n'est pas l'ennemi de l'humain. Quand on fait du bricolage, on ne va pas planter des clous avec la paume de la main, on va utiliser un outil. Là, c'est un peu la même chose. Et bravo encore une fois pour cette initiative. Et ça va me permettre de faire une transition vers aussi ton parcours, qui, je crois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2018, où tu avais pitché à l'équipe que je dirigeais à l'époque, et je m'étais dit, c'est pas possible que personne n'ait vu ça avant lui. Eh bien si, en fait, t'étais parti d'un constat simple, personnel, et si tu peux nous en dire 2 mots, je trouve que l'histoire elle est quand même assez exceptionnelle. Ouais, donc cette histoire, elle a beaucoup aidé à nous donner un peu la tribune, à la fois je disais dans les médias et puis même plus tard dans des compagnies d'assurance notamment. Donc en fait, ce que j'ai vécu, c'est une histoire probablement de tout le monde, mais je l'ai verbalisé, je l'ai expliqué. Et c'est ce qui a donné lieu à construire une entreprise. Des entrepreneurs, ils ont plein d'idées, des bonnes, des moins bonnes, et celle-ci, elle était restée vraiment ancrée en moi. Et donc la base, c'est qu'effectivement, la veille d'un départ pour un trek en Amazonie, je pars sans mes 2 enfants, en bas âge, avec ma femme. Et on a une sorte de crise d'angoisse à 22h. On sait que le lendemain matin, à 6h, on a notre avion. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe si on ne revient pas ? On avait vécu au Canada. Moi, j'avais vécu en Angleterre. Et je passais un peu de temps en Belgique. Et donc, on avait des biens en France. On avait un petit peu de biens ailleurs.
Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait pour nos enfants? Et la première chose à laquelle sur laquelle on s'est interrogé, c'est d'abord à qui vont les enfants en fait, qui garde nos enfants. Donc on a compris qu'il y avait des choses qui se faisaient au niveau familial, il y a des réunions familiales, et si ça arrive malheureusement, il y a des choix qui peuvent être faits, mais c'est pas toi qui l'as choisi, c'est comme un peu dommage. Dire peut-être la tante Micheline, pour prendre des super prénoms encore, la tante Micheline, c'est peut-être elle qui va s'occuper de la garde de tes enfants, finalement c'est pas avec elle que tu t'entends le mieux. Donc être capable d'écrire dans un testament qui va s'occuper de tes enfants si tu ne reviens pas, et puis évidemment qui va hériter de quoi, qui va supporter quoi, où sont les biens. Et donc on a fait un testament qu'on a laissé sur le bureau, et quand on est revenu, parce que tout s'était très bien passé heureusement, évidemment, le testament, je l'ai amené à un notaire. Je dis maintenant, on s'est pris la tête entre 22 et 23 heures l'autre fois avant de partir, donc je l'ai amené à un notaire, et celui-ci m'a dit vous avez une super initiative monsieur, mais comme 80% des Français qui essayent de faire un testament tout seul, vous vous êtes planté, il n'aurait eu aucune valeur juridique. C'est fou ça. Et là c'était une claque. Alors que tu as fait l'effort, que je pense que vous avez un peu réfléchi, et tu dis, peu de droit, voilà, tu dis, et donc s'il nous était arrivé un gros pépin, en fait, ça n'aurait rien réglé du tout. Je trouve ça hyper impactant quand tu le dis. C'est clair, c'est fondateur. Hein, et là, pour le coup, moi, ça m'a beaucoup travaillé par la suite. Et je me suis dit, il faut vraiment... Voilà, j'ai l'impression que personne n'a adressé le problème. Il se trouve qu'aux États-Unis, il y avait une boîte qui était en pré-IPO, donc en amont d'une entrée en bourse. Et j'avais vu des documents sur cette boîte qui était valorisée $1 milliard à ce moment-là, en entrée en bourse. Et ils traitaient ce sujet. D'accord. LegalZoom, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Ça fait longtemps. Ils ne sont pas entrés en bourse finalement, et la boîte s'est développée considérablement, et ils ont d'ailleurs pivoté, un petit peu comme nous, on a construit une offre plutôt B2B par la suite. Mais en tous les cas, ça m'a beaucoup inspiré, et donc j'avais indiqué ça à mon frère, qui est franco-américain, qui habite aux US depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, et je lui avais dit, écoute, il y a LegalZoom aux US, j'ai l'impression qu'il n'y a rien en Europe. J'aimerais faire un produit, construire un produit qui permette à tout un chacun de comprendre et d'agir sur sa succession. Il m'a dit, mais attends, c'est pas possible qu'il n'existe rien en Europe, quoi. C'est pas possible. Et effectivement, on n'avait absolument rien trouvé. Donc oui, ça a été la base. Ouais, et c'était en 2010 2013. 2013, oui. 2013. Donc on se dit en 2013, c'est pas hier, mais c'est pas loin. C'est quand même pas comme tu dis, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais c'est d'ailleurs sur tous ces sujets-là, on se dit on a une histoire, on a le code civil, et puis des générations et des générations. C'est pas possible que ça n'a pas été identifié, et si identifié, à minima traité. Eh ben non, clairement. Vraiment, j'ai ce souvenir-là, quand tu nous avais pitché, que tu nous racontes ton histoire, je dis mais c'est tellement évident que oui, derrière, forcément, tu te lances dans... alors, il faut que le sujet te parle. Mais tu te dis, j'ai quelque chose à construire. Alors, je trouve ça intéressant aussi parce que souvent, je demande à nos invités, la gestion de patrimoine ou la fiscalité ou l'immobilier, tu tombes pas dans la marmite quand tu es petit. À 5-6 ans, tu devais certainement pas te dire que tu allais être entrepreneur d'une société qui fait ce qu'elle fait aujourd'hui. Peut-être tu avais d'autres rêves. Donc, au-delà de ce que tu viens de nous dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, en fait, ça m'intéresse, je vais creuser et je vais en parler autour de moi et je vais construire une entreprise pour traiter ces sujets-là. À quel moment tu dirais que tu as eu ce déclic-là ? Déjà, effectivement, pour un peu donner de contexte, moi, je suis vraiment un entrepreneur dans l'âme. Pour autant, j'avais fait des études de finance. J'ai fini mes études à Londres en finance. Et parce que je trouvais que l'argent était intéressant. C'était un sujet intéressant. Et j'avais fait, parce que ça n'existait pas vraiment en France à l'époque. Je suis vieux, comme toi, je pense, à peu près. C'est ça. On fait partie des vieux. Ouais. À l'époque, l'entrepreneuriat n'était pas enseigné dans les écoles en France. Et j'avais pris donc finance, entrepreneuriat. D'accord. Donc, c'était ça mon socle. Donc, quand j'ai terminé mes études, à la base, j'étais à Londres parce que j'étais bon en maths, j'aimais bien les maths et je m'étais dit, je serai trader, je vais aller là-bas. Donc, j'ai plutôt dans la finance. Et voyant un peu la vie qu'était celle des traders, ça ne m'a pas du tout paru compatible avec ce que j'étais. Donc, voilà, je me suis un peu sorti de tout ça. Et en fait, à la fin de mes études, j'ai eu la chance. C'était une époque où j'avais un site internet à moi,
C'était très rare. On avait un CV en ligne et j'ai été chassé à la fin de mes études. D'accord. Donc, alors que j'avais juste fait des stages, quoi. Et donc, très belle époque où, quand tu as des boîtes qui t'appellent, donc banque privée qui m'appelle, assureur qui m'appelle, start-up qui m'appelle. Start-up en cours de création, qui avait développé une solution pour simplifier, démocratiser la création de jeux vidéo. D'accord. Et donc, assureur, banque privée, et ça, j'ai dit, OK, quel est mon tiercé ? Le tiercé des revenus, c'était clairement pas du tout celui que j'ai choisi. Et donc, je me suis dit, en fait, je vais rejoindre cette aventure en négociant des parts, parce qu'elle se construit. Et donc, finalement, je suis rentré dans cette boîte-là. Donc, long story short, finalement, je suis rentré par la passion dans l'entrepreneuriat directement dans une boîte qui simplifiait, démocratisait la création de jeux vidéo et la création d'univers 3D temps réel. D'accord. C'est une vieille époque, hein. Mais c'était, on va dire, le début de la 3D. Des jeux, il y avait des jeux vidéo donc on avait des logiciels qui permettaient à des non-techniques de créer des jeux vidéo. Et donc forcément, tu vois un peu le fil rouge. Tu te projettes à quelques années plus tard. Une autre aventure, la première entreprise, on la vend à Dassault Systèmes. Je rejoins un autre projet entrepreneurial avec des amis en Belgique, justement, qui ont construit une solution, on va dire, d'analyse d'images, des choses très, très technologiques pour détecter les mouvements des gens. Un peu comme, pour ceux qui connaissent, la console Kinect, les jeux vidéo, on avait des technologies qui permettaient d'analyser les mouvements et de reconnaître les mouvements. C'était incroyable, une super expérience. Et de la même façon, cette boîte-là, on la revend à Sony. Et là, je me dis, il faut que j'ajoute du sens à tout ça. Et ce sujet du testament en ligne, de l'anticipation successorale, je me suis dit, finalement, j'ai créé des boîtes tech. On va créer une boîte qui a du sens. Et en fait, maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte tech qui a du sens. Parce que finalement, la première partie, c'était de créer une plateforme d'information sur ces sujets, d'action. Et pour agir, il faut des logiciels, en fait. Hein. Quand on a un site Internet, aujourd'hui, un site Internet, il y a des applications derrière. Cette application, c'était le testament. On a professionnalisé ça dans le temps. Et c'est devenu des outils qu'on déploie à 10 000 conseillers en France, plusieurs millions de clients qui ont accès à la technologie. Il faut le dire, Testamento, nos auditeurs ne connaissent pas forcément, mais tous les assureurs avec lesquels tu travailles, je ne vais pas les citer là, mais c'est que des grands noms de l'assurance. Et justement, pour les assureurs qui sont avec leurs contraintes d'assureurs, avoir un partenaire qui va les emmener et leur faciliter l'évolution sur des sujets qui ne sont pas forcément faciles et où vous avez une vraie expertise métier et technologique, c'est évidemment le meilleur combo là-dessus. Donc en fait, tu as un peu gamifié la clause bénéficiaire, le testament en ligne, et ça parle vraiment par rapport à ton parcours. Je trouve ça super intéressant. Et ça rejoint encore le fait de dire, tu viens de le dire à l'instant, temps 1, on informe, pédagogie. Temps 2, on fait les choses avec des outils. En fait, si on regarde dans à peu près tous les sujets patrimoniaux, il y a d'abord la pédagogie et ensuite des outils. Que ce soit sur le civil, le fiscal, le financier, on est toujours comme ça. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, en termes de méthodologie, on se dit qu'on ne peut pas trop se tromper si on regarde les deux volets, les deux versants de cette approche. Et on part d'une expérience, de comment on peut simplifier l'expérience client, comment on peut répondre à des vrais besoins clients. Et parfois, ces besoins, ils ne les maîtrisent pas eux-mêmes. Donc, il faut aller les chercher avec des vocabulaires qu'ils comprennent. Si tu arrives avec ton jargon, tu les perds. Totalement étanche. Voilà. C'est impossible. Et effectivement, la gamification des parcours, quelle que soit l'application du parcours, c'est un élément aujourd'hui qui est assez courant. Donc, on peut même gamifier des parcours de je vais rédiger mon testament ou ma clause bénéficiaire. Rendre ça beaucoup plus facile, accessible, chaleureux. J'utilise beaucoup ce terme en interne. On a reconstruit une bonne partie des outils là récemment, en tout cas une gamme d'outils, et j'ai beaucoup insisté en expérience utilisateur, en UX et UI, expérience utilisateur et interface utilisateur, pour avoir des choses chaleureuses, parce qu'on parle de sujets qui sont complexes en fait. Donc il faut que ce soit chaleureux, rassurant. C'est ça. Si c'est pas un petit peu facilité, le sujet est soit âpre, soit technique, soit les deux, soit même parfois en plus anxiogène. Donc on n'est pas vraiment parti pour y aller, sauf à être contraint de le faire. C'est ça. Ok, est-ce que tu as un moteur quand tu te lèves le matin
Qu'est-ce qui est moteur pour toi dans ton quotidien, sur ton secteur, sur ton écosystème, pour dire, même le matin où tu es peut-être un petit peu plus fatigué, tu es content d'y aller? Bon, déjà, si je suis un peu fatigué, je vais aller courir. Ouais, Et tu vois, c'est reparti. Donc, c'est vrai que j'ai assez peu fatigué. Mais dans les faits, ce qui va vraiment, moi, le moteur et l'énergie, elle vient du fait je pense qu'on bouge les lignes, en fait. ouais, Et on a commencé. Et souvent, l'analogie qu'on peut donner, le train a été construit, une bonne partie en tout cas. ouais. Il est déjà lancé. Mais il roule peut-être à 20 ou 30 km/h, là où il devrait être un TGV à 300. Donc, c'est de se dire comment on l'emmène maintenant D'accord. à 300 km/h. Les briques sont là, les wagons sont peut-être pas tous construits, mais on va dire que c'est lancé, on va pouvoir y rajouter des wagons. Mais c'est comment on fait plus encore, plus fort. Et effectivement, c'est comment on sert le marché. On a ce why, le fameux why des entrepreneurs, le pourquoi. Nous, chez Testamento, on l'a retravaillé un petit peu dans le temps. Quand on a construit la boîte, finalement, on n'en est pas vraiment. C'était une intuition forte qu'il fallait faire bouger les lignes. Ouais. Mais maintenant, on l'a réécrit il y a quelques années et on se dit, chez Testamento, nous pensons que l'assurance de personnes et le coaching patrimonial devraient être accessibles à tous. Et à tous, à la base, si c'était que moi, avant que je m'entoure de gens super bons qui connaissent le secteur, c'était le client final. Ouais. Et la portée qu'on a pu avoir, c'est que finalement, tous, maintenant, c'est des réseaux. Ça embarque c'est des toute la chaîne de conseillers, valeur, c'est bien toute sûr. la chaîne de valeur. Bien sûr. Et Ouais. donc, effectivement, pouvoir parler de ces sujets, au final, tu reparlais vraiment aussi de la raison d'être d'un assureur, des mutualistes et des assureurs, Bien sûr, ouais. c'est qu'on a besoin d'être assuré, Ah oui. en fait. Ah oui. Vraiment besoin. Pour pouvoir dormir tranquille, C'est ouais, ça. effectivement. Et oui, donc on s'est assuré pendant longtemps, et l'assurance de personnes, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus complexe. Donc voilà, nous, on vient aider sur ce sujet assurance de personnes, les assureurs, les réseaux, tous ceux qui travaillent dans ce secteur, à mieux faire le boulot, et voilà, ça nous motive beaucoup. Ah oui, ça c'est une bonne énergie le matin pour se lever, avec ou sans running préalable. C'est ça. Mais oui, ça embarque des équipes, et puis donc une énergie qu'on partage effectivement au sein de l'entreprise. Ça, j'ai pu le voir au sein de l'équipe, mais autour de toi et dans toutes tes interactions avec les assureurs avec lesquels tu travailles, avec les distributeurs avec lesquels tu peux avoir ces échanges, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, c'est une façon un peu différente d'avoir cet échange et de le partager avec nos auditeurs. Il y a plein de choses que tu viens de dire qui rejoignent un peu notre philosophie chez mon partenaire patrimoine, mais aussi dans ce podcast. On accorde énormément de valeur au conseil à titre professionnel, même si parfois ça peut rejoindre le personnel. Quel est le meilleur conseil professionnel que tu aies pu, toi, donner à quelqu'un jusqu'à présent? Alors, forcément, ce sera difficile de répondre à cette question parce que je ne sais pas, il faudrait demander à ceux qui ont reçu le conseil. Ouais, c'est une bonne réponse. Mais ma perception, Ouais. il y a probablement plusieurs. Il y en a une, moi je suis au Réseau Entreprendre, j'ai été lauréat du Réseau Entreprendre et maintenant je suis au conseil d'administration du Réseau Entreprendre. Très investi dans la transmission de la bonne pratique. Et donc, un conseil, c'est de savoir vraiment bien s'entourer, bien écouter et savoir se faire accompagner. Donc, être capable de faire la part des choses entre ceux qui te disent des conseils, ceux qui te prodigent des conseils, et puis ceux qui ont vraiment un conseil utile. Vraiment écouter tout et se faire cette synthèse. D'accord. Donc, après, un conseil plus pour les entrepreneurs qui démarrent, avant même qu'ils créent leur boîte. Je pense que le conseil peut-être le plus important aujourd'hui, en tout cas, je l'ai entendu souvent et je pense que c'est un bon conseil, c'est quelle est la taille de mon marché. Okay. Quel est l'océan dans lequel je m'aventure. Ouais. Est-ce que c'est petit, est-ce que c'est gros? Même si tu es sur un petit radeau, si l'océan est immense, ton radeau peut devenir un super paquebot. C'est ça. Effectivement, si tu es sur une petite mare, tu vas avoir du mal en fait. Tu vas avoir du mal à construire un paquebot. Un petit ruisseau ou quelque chose, donc la taille du marché d'origine. Tu as raison, parce qu'effectivement, c'est un enjeu, là, sur le marché que tu évoques et sur lequel Testamento évolue, et nous aussi, d'une certaine façon. Là, on est sur un océan. Et il y a plein de choses. Il y a des vents contraires parfois. Ouais.
on se prend des tempêtes, quelles qu'elles soient, sur des marchés financiers, sur de la réglementation, mais effectivement, là, il y a un océan. Notre marché, l'assurance de personnes, c'est estimé à 170 milliards d'euros, donc c'est quand même beaucoup. Après, justement, quand tu crées ta boîte, quelle est la part de ce marché qu'elle peut accompagner, représenter? Et alors, dans les conseils professionnels que tu aurais reçus, quel est celui qui t'a le plus marqué jusqu'à présent? Mais finalement, c'est un peu celui que j'essaye de donner dans la partie écoute tout le monde, mais fais attention et fais vraiment la part des choses. C'est un peu comme finalement avec l'IA aujourd'hui. Tu fais produire quelque chose à l'IA, ben pose-toi cette question, est-ce que ce que j'ai là, ça correspond à ce que je veux faire? Est-ce que tu as des gens, donc quand tu entreprends, tu as des gens qui vont te dire n'y va pas, c'est trop dangereux, c'est trop risqué. Donc ça, bien sûr, il faut falloir écouter leurs doutes, mais c'est souvent leurs doutes à eux avant d'être les tiens. Mais voilà, comment tu peux te former à filtrer les conseils que tu reçois, parce que tu as vraiment des conseils très très bons, et tu as des très 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 mauvais conseils aussi. Et pour autant, ils arrivent potentiellement de personnes d'autorité. Oui, avec bienveillance. Tu vas avoir un très mauvais conseil de quelqu'un qui pense te donner le super conseil. Il ne fait pas du tout pour très te juste. nuire, quoi. Oui, donc il faut être totalement à l'écoute et en même temps très sélectif. C'est ça. Et tu as raison, ce que tu dis aussi. Et c'est vrai, il y a un moment où il faut se dire, quand c'est un doute, c'est leur doute, c'est pas ton doute. Et c'est faire cette différence entre leur doute et le tien. Ça, c'est très juste. Parce que le doute, ça fait avancer, on le sait. C'est un des éléments. Alors, il ne faut pas que ce soit un doute existentiel qui va totalement te crisper, mais c'est aussi ça le moteur. Quand il y a des jours où c'est plus compliqué, là, tu as l'énergie, tu as le carburant dans le réservoir pour y aller. Mais effectivement, j'aime bien cette approche de faut être hyper à l'écoute, mais en même temps très sélectif. C'est comme si tu entends des gens qui parlent mal de toi, en fait. En fait, déjà se dire, avant de le prendre trop mal, c'est-à-dire c'est d'abord, ça vient d'eux, quoi. Oui, il faut le dépersonnaliser, mais effectivement, c'est eux. Le point de départ, c'est eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois, c'est intéressant quand même de savoir pourquoi ils parlent mal de toi. Et quand tu vois que c'est parce que toi, tu es l'aiguillon, que tu viens prendre peut-être un petit peu, marcher sur leur plate-bande et tout, tu peux dire, OK, donc je vais le faire avec le sourire, mais je vais continuer à les embêter. Ils vont continuer à parler de moi un peu comme ça. Ça peut être une motivation. Oui, ça peut être une motivation aussi. Alors évidemment, sur on va dire la zone, le terrain de jeu d'un entrepreneur, c'est normal, ça fait partie de la concurrence. Mais tu as raison, il faut dépersonnaliser autant que possible, même si on est sur des aventures humaines en général. Super. Écoute, Virgile, j'ai trouvé que c'était aussi naturel que quand on a une conversation autour d'un café ou d'un déjeuner. Merci d'avoir accepté. Il y a des caméras, on était enregistrés. Ah oui, non, je ne t'avais pas dit au début. Non, alors c'est ça, c'est le problème. Il faut que j'y pense pour le prochain. En tout cas, un grand merci pour ta participation, pour tes convictions que tu partages de manière super naturelle sur un sujet qui n'est pas forcément toujours évident. Je trouve que tu le fais avec un naturel et un partage d'expérience personnelle aussi qui est super impactant, inspirant, pour reprendre un terme à la mode. Donc un grand merci d'avoir partagé ça avec nos auditeurs. On n'est pas à l'abri d'avoir un retour sur un épisode dans une saison prochaine. C'est quelque chose qu'on va peut-être faire avec certains de nos invités pour dire, tiens, depuis la dernière fois, où en sont-ils? Est-ce que le sujet où tu m'avais dit on n'avance pas assez vite, on a réussi à franchir une étape? Donc ça fait partie des choses qu'on va regarder dans mon podcast Patrimoine. En tout cas, au plaisir d'une prochaine conversation, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de mon podcast Patrimoine pour, encore une fois, vous donner des clés pour rendre la gestion de patrimoine, comme tu l'as dit Virgile, accessible à tous et participer de cet effort collectif sur un sujet qui nous concerne toutes et tous. À bientôt, merci. Merci.